Avez-vous déjà vu votre monde entier s'effondrer juste sous vos yeux? Je veux dire, vraiment s'écrouler. Des comptes bancaires gelés, des amis disparus, se tenir seul dans une salle d'audience avec rien d'autre que les vêtements que l'on porte sur le dos. C'est là que Joy s'est retrouvée. Son mari, Victor, pensait avoir déjà gagné. Il pensait que la couper de tout la ferait disparaître en silence. Il s'est même levé au tribunal pour dire au juge qu'elle était trop sotte pour engager un avocat. Que ce n'était rien de plus que de la rancune et du désespoir. Qu'elle manquait de crédibilité et d'intégrité pour s'opposer à quelqu'un de sa stature. Mais Victor a commis une erreur critique. Il a oublié de demander à Joy des nouvelles de sa mère. Et quand ces portes du tribunal se sont ouvertes à la volée, l'expression sur le visage de Victor. Oh non! Laissez-moi vous dire, ce n'était pas juste un choc. C'était de la terreur pure. Vous êtes sur le point d'entendre la destruction judiciaire la plus sauvage de l'histoire du Nigeria. L'air à l'intérieur de la salle d'audience 12 de la haute cour de Port Harcourt était épais et lourd. Les ventilateurs de plafond tournaient lentement au-dessus des têtes, remuant à peine l'air humide qui sentait légèrement le vieux bois et la cire à parquet. C'était l'odeur des fins, des mariages qui se dissolvent, des vies déchirées sur le papier. Mais pour Victor Okafor, l'air avait une odeur de victoire. Victor était assis sur sa chaise à la table des plaignants, ajustant les manchettes de son coûteux costume importé. Le tissu était lisse, il coûtait probablement plus cher que ce que la plupart des gens à Port Harcourt gagnaient en 3 mois. Il regarda sa montre, une Rolex en or qui accrochait la lumière filtrant par les hautes fenêtres, et laissa échapper un souffle sec par le nez. Impatient, confiant. Elle est en retard, chuchota Victor à l'homme assis à côté de lui. Ou peut-être qu'elle a enfin réalisé que ça ne servait à rien de venir. L'homme à côté de Victor était Amecha Nwosu. Si vous connaissiez quoi que ce soit au droit du divorce dans l'état de Rivers, vous connaissiez ce nom. Amecha n'était pas juste un avocat. C'était un destructeur. Associé principal chez Nwosu Peters & Associates, il avait bâti sa réputation en écrasant l'opposition dans les affaires de divorce. Les gens l'appelaient le marteau parce qu'une fois qu'il commençait à frapper, il ne s'arrêtait pas tant que tout n'était pas brisé. Amecha redressa sa cravate bordeaux, ses yeux parcourant les documents judiciaires devant lui avec le regard d'un homme qui avait déjà gagné. Peu importe qu'elle vienne ou non, Victor, dit Amecha calmement, sa voix douce comme de l'huile. Nous avons déposé l'ordonnance d'urgence pour geler tous les comptes conjoints lundi. Elle n'a aucun accès à de l'argent liquide. Pas d'argent signifie pas d'avocat, et pas d'avocat face à moi signifie qu'elle sortira d'ici avec les miettes que nous déciderons de lui donner. Victor sourit, se tournant pour regarder de l'autre côté de l'allée. Assise là, complètement seule, se trouvait Joy. Elle paraissait si petite, plus petite que dans les souvenirs de Victor. Elle portait une simple robe grise, le genre qu'on pouvait acheter au marché de Baloguin pour quelques milliers de naira. Rien d'élégant. Ses mains étaient jointes sur la table en bois devant elle, les doigts entrelacés si fort que ses jointures avaient pâli. Il n'y avait aucun dossier devant elle, aucun assistant juridique chuchotant des conseils, pas de verre d'eau, juste Joy fixant droit devant elle le siège vide du juge, le visage inexpressif. « Regardez-la » dit Victor assez fort pour que la poignée de personnes assises dans la galerie publique puisse l'entendre. Sa voix porta à travers la salle d'audience silencieuse. Pathétique. J'ai presque pitié d'elle. C'est comme regarder une chèvre attachée à l'abattoir. Elle sait ce qui l'attend, mais elle ne peut rien y faire. Concentre-toi, Victor, avertit Amecha, bien qu'un léger sourire tira le coin de sa bouche. Le juge Okoro n'aime pas le bruit dans sa salle d'audience. Finissons-en rapidement. J'ai une réunion avec l'équipe juridique du gouverneur à 14 heures. Ne t'inquiète pas, Amecha, dit Victor en se penchant en arrière sur sa chaise. À 14 heures, je serai un homme libre et elle emballera ses affaires dans l'un de ses bus d'info jaune pour retourner d'où qu'elle vienne. La porte de la salle d'audience s'ouvrit et un homme corpulent en uniforme noir entra. L'officier Chuku. Il était huissier dans les tribunaux de Port Harcourt depuis 15 ans et avait vu assez de divorces pour ne plus du tout croire en l'amour. Sa voix résonna dans la pièce. Levez-vous. L'honorable juge Benjamin Okoro préside. Tout le monde se leva. Le bruissement des vêtements et le traînement des pieds firent écho dans la pièce haut au plafond. Le juge Okoro entra, sa robe noire flottant derrière lui. C'était un homme mince aux traits anguleux et aux yeux à qui rien n'échappait.
Il avait la réputation de diriger sa salle d'audience avec une précision militaire. Pas de retard, pas d'excuses, pas de bêtises. Il prit place sur l'estrade, ajusta ses lunettes de lecture et baissa les yeux sur les papiers devant lui. « Asseyez-vous » dit le juge Okoro. Sa voix n'était pas forte, mais elle commandait une obéissance instantanée. Tout le monde s'assit. Il ouvrit le dossier. Affaire numéro HCPH 2022-1847, Okafor contre Okafor. Ceci est une audience préliminaire pour la dissolution du mariage et la question du partage des biens et de la pension alimentaire. Le juge Okoro leva les yeux vers la table des plaignants. Maître Nwosu, ravi de vous voir. Merci, monsieur le juge, dit Amecha en se levant avec fluidité. Nous sommes prêts à procéder. Le juge Okoro tourna son regard vers la table de la défense, ses yeux se plissant légèrement. Joy se leva lentement, ses jambes tremblant juste un peu. Madame Okafor, dit le juge Okoro, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse. Je vois que vous êtes ici sans conseil. Attendez-vous une représentation? Joy s'éclaircit la gorge. Sa voix était douce, presque avalée par la taille de la salle d'audience. Oui, monsieur le juge, elle devrait être là très bientôt. Victor laissa échapper un reniflement bruyant. Il ne prit même pas la peine de couvrir sa bouche. Le bruit coupa le silence comme un couteau. La tête du juge Okoro se tourna brusquement vers Victor. Quelque chose vous amuse, monsieur Okafor. Amecha se leva immédiatement, plaçant une main ferme sur l'épaule de Victor. Toutes mes excuses, monsieur le juge. Mon client est simplement frustré. Cette affaire traîne depuis des mois, et la tension émotionnelle est considérable. Contrôlez votre client, maître Nwosu, avertit le juge Okoro, le ton froid. Ceci est un tribunal, pas une buvette. Il se tourna de nouveau vers Joy. Madame Okafor, cette audience devait commencer à 10 heures. Il est maintenant 10h05. Le temps du tribunal est précieux. Si votre avocat n'est pas présent dans les prochaines minutes, je devrais supposer que vous procédez sans représentation. Elle arrive, monsieur le juge, dit Joy, sa voix gagnant juste un tout petit peu de force. Il y avait des embouteillages sur Abarod. Des embouteillages, marmonna Victor, se penchant en avant pour que sa voix porte. Ou peut-être que ton avocate a réalisé que tu ne peux pas la payer. Oh, attends. Tu ne peux payer personne. J'ai gelé les comptes ce matin. Tu te souviens? Monsieur Okafor. Le juge Okoro abattit son marteau sur le bloc de bois. Le claquement sec résonna comme un coup de feu. Encore un mot de votre part, et vous passerez le reste de cette audience dans une cellule de détention. M'avez-vous compris? Oui, monsieur le juge, dit Victor en se levant rapidement et en boutonnant sa veste. Il afficha un air de fausse humilité, mais ses yeux étaient toujours moqueurs. Je m'excuse. Je veux simplement ce qui est juste. Ma femme est confuse. Elle ne comprend pas comment fonctionne la loi. Elle n'a aucun revenu, aucune compétence, rien. Je lui ai offert un règlement généreux la semaine dernière, 2 millions de Naira et la Toyota Camry de 2015. Elle a refusé. Victor se tourna et regarda directement Joy. Ses yeux étaient froids, morts. J'ai essayé de t'aider, Joy. Vraiment. Mais tu voulais jouer à des jeux. Maintenant regarde où tu es, assise là avec personne. Tu n'as pas d'avocat parce qu'aucun avocat ne veut travailler gratuitement. Maître Nwosu, dit sèchement le juge Okoro. Contrôlez votre client ou je l'accuserai d'outrage au tribunal. Monsieur le juge, dit doucement Amecha, se levant et boutonnant sa propre veste. Bien que la passion de mon client soit regrettable, son point de vue est fondé. Nous gaspillons le temps précieux de la cour. Madame Okafor n'a clairement pas obtenu de représentation. En vertu des règles de ce tribunal et des précédents établis, nous demandons respectueusement de procéder immédiatement à un jugement basé sur les preuves déjà déposées. Elle a eu des mois pour se préparer. Le juge Okoro regarda Joy. Il semblait fatigué, comme s'il avait entendu cette même histoire 100 fois auparavant. Madame Okafor, dit-il lentement. Maître Nwosu a raison sur un point technique. La Cour ne peut pas attendre indéfiniment. Si vous ne pouvez pas présenter d'avocat tout de suite, je dois présumer que vous vous représentez vous-même. Et je dois vous dire, étant donné les questions financières complexes impliquées dans cette affaire, que ce serait extrêmement imprudent.
Comprenez-vous? Je ne me représente pas moi-même, votre honneur, dit Joy. Ses yeux étaient toujours fixés sur les lourdes portes en bois au fond de la salle d'audience. S'il vous plaît, juste 2 minutes de plus. Elle ment, siffla Victor. Elle n'a personne. Son père était un mécanicien mort il y a des années. Sa mère l'a abandonné. Elle n'a pas de famille, pas de relation. Qui va-t-elle appeler? Un faiseur de miracles? Victor rit à nouveau. C'était un son cruel, dur. Il se sentait puissant. Il avait passé des mois à planifier cela. Il avait gelé ses comptes bancaires. Il avait répandu des rumeurs sur elle auprès de leurs amis. Il s'était assuré qu'elle serait isolée, seule et impuissante. Il voulait qu'elle souffre. Il voulait qu'elle sache que le défier était la plus grande erreur de sa vie. Votre honneur, insista Amécha, sentant l'opportunité. J'ai demandé le rejet de sa demande de délai. Terminons cette affaire maintenant. Le juge Okoro soupira. Il tendit la main vers son marteau. Madame Okafor, je suis désolé. Nous ne pouvons pas continuer à retarder la procédure. Nous allons devoir procéder à... Bam! Les portes au fond de la salle d'audience ne se contentèrent pas de s'ouvrir. Elles furent ouvertes à la volée avec une telle force qu'elles claquèrent contre les murs. Le bruit ressemblait au tonnerre, à une explosion. Toutes les têtes dans la salle d'audience se tournèrent. Victor pivota sur sa chaise, agacé par l'interruption. Mécha Nwosu leva les yeux de ses papiers, son stylo figé en l'air. La salle d'audience devint complètement silencieuse. Même les ventilateurs au plafond semblèrent s'arrêter de tourner. Debout dans l'encadrement de la porte, ce n'était pas un avocat local avec une perruque et une robe usée. Là se tenait une femme qui semblait avoir près de 70 ans, mais qui se tenait aussi droite qu'un mât. Elle portait un tailleur blanc éclatant qui semblait coûter plus cher que la voiture de Victor. Ses cheveux argentés étaient coupés dans un style net et précis qui criait l'argent et le pouvoir. Elle portait des lunettes de soleil de créateur foncé, qu'elle retira lentement, révélant des yeux froids et tranchants comme du verre brisé. Derrière elle marchaient 3 avocats plus jeunes, portant tous des mallettes en cuir coûteuse, se déplaçant en formation parfaite, comme des soldats suivant un général au combat. La femme ne se pressa pas. Elle descendit l'allée centrale, ses talons claquant sur le sol carrelé. Chaque pas résonnait comme un compte à rebours, comme si le temps s'écoulait. Nwosu laissa tomber son stylo. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement. Son visage, d'habitude si confiant et arrogant, devint pâle. Vraiment pâle. Non, murmura Mécha, une peur véritable s'infiltrant dans sa voix. Ce n'est pas possible. Qui est-ce? Demanda Victor, confus par la réaction de son avocat. C'est sa mère? La mère de Joy est morte quand elle était jeune. Elle m'a dit qu'elle était orpheline. La femme atteignit la table de la défense. Elle ne regarda pas Joy. Elle ne regarda pas le juge Okoro. Elle se tourna lentement et regarda directement Victor Okafor. Elle sourit, mais ce n'était pas un sourire bienveillant. C'était le sourire qu'un python fait avant d'étouffer sa proie. Toutes mes excuses pour mon arrivée tardive, votre honneur, dit la femme. Sa voix était douce, cultivée, et remplissait chaque coin de la pièce sans même qu'elle l'élève. J'ai été retardé par le dépôt de plusieurs requêtes à la Haute Cour fédérale d'Abuja concernant les états financiers de M. Okafor. Il a fallu plus de temps que prévu pour documenter tous ses comptes cachés à Dubaï et aux îles Caïmans. Le sang de Victor se glaça. Le juge Okoro se pencha en avant, les yeux écarquillés. Maître, déclinez votre identité pour le procès-verbal. La femme posa une carte de visite gaufrée or sur le bureau du greffier. Elle se tourna pour faire face au juge. Hélène Adakinle, dit-elle clairement. Associée principale chez Adakinle Williams & Partners, avec des bureaux à Abuja, Lagos et Londres. Je me constitue avocat pour la défense de Madame Joy Okafor. Elle marqua une pause, laissant le poids de son nom faire son effet. Puis elle regarda Victor à nouveau, et elle ajouta, sa voix baissant d'un ton, « Je suis aussi sa mère ». Le silence qui suivit fut absolu, total. C'était le genre de silence qui tombe après l'explosion d'une bombe. Le cerveau de Victor Okafor luttait pour traiter ce qu'il venait d'entendre. « Mère » balbutia-t-il, regardant tour à tour l'imposante femme en blanc et sa femme tremblante. « Joy, tu as dit que ta mère. Tu as dit qu'elle t'avait laissé? Tu as dit qu'elle était partie. » Joy leva enfin les yeux.
Ses yeux étaient mouillés de larmes, mais son menton était au lever. J'ai dit qu'elle était partie de ma vie, Victor. Je n'ai pas dit qu'elle était morte. Nous étions en froid jusqu'à hier. En froid, répéta Hélène Adakinle, laissant le mot flotter dans l'air comme une condamnation à mort. Elle contourna la table de la défense, prenant la chaise à côté de sa fille. Elle ne serra pas Joy dans ses bras. Pas encore. C'était une affaire professionnelle. Elle posa une lourde mallette sur la table et l'ouvrit avec 2 clics secs. Joy a quitté la maison il y a 25 ans parce qu'elle voulait échapper à mon monde, expliqua Hélène, la voix calme, mais empreinte de puissance. Elle voulait une vie simple. Elle voulait être aimée pour ce qu'elle était, et non parce que sa mère a bâti le cabinet d'avocats qui traite les dossiers de la moitié des compagnies pétrolières du Nigeria. Hélène tourna son regard tranchant comme un rasoir vers Nwosu. L'avocat de la partie adverse avait l'air de souhaiter que le sol s'ouvre et l'engloutisse. « Bonjour, Amécha » dit Hélène plaisamment. « Je ne vous ai pas vu depuis le litige contractuel du ministère du Pétrole en 2018. Vous étiez à peine un collaborateur junior à l'époque, n'est-ce pas? Portant les dossiers pour les vrais avocats. » Amécha Nwosu s'éclaircit la gorge. Son visage devint rouge foncé. « Madame Adakinle, c'est un honneur. Je ne savais pas que vous étiez habilitée à exercer dans l'État de Rivers. Je suis inscrite au barreau de l'État de Rivers, de l'État de Lagos, d'Abuja, et j'ai plaidé devant la Cour de justice de la CEDEAO, répondit-elle, sans rompre le contact visuel. Je traite normalement des questions constitutionnelles et du droit des sociétés internationales, des affaires de plusieurs milliards de naira. Mais quand ma fille m'a appelé en pleurant hier, me disant qu'un cadre moyen d'une compagnie pétrolière avec plus d'ego que de bon sens essayait de la détruire. Hélène fit une pause délibérée. J'ai décidé de faire une exception. Objection, hurla Victor, bondissant sur ses pieds. La panique commençait à s'installer. Une vraie panique. Attaque personnelle. Pour qui se prend cette femme? Asseyez-vous, monsieur Okafor, aboya le juge Okoro. Mais le ton du juge avait changé. Il y avait du respect dans sa voix lorsqu'il se tourna vers Hélène. Tout le monde dans la communauté juridique nigériane connaissait le nom d'Hélène Adakinle. Elle était une légende. On l'appelait la reine de fer. Elle avait plaidé des affaires devant la Cour suprême à Abuja et n'avait jamais perdu un recours constitutionnel. Elle n'était pas seulement une avocate. C'était une force de la nature. Madame Adakinle, dit le juge Okoro, le ton désormais beaucoup plus respectueux. Bien que votre réputation vous précède certainement, nous sommes au milieu d'une audience concernant le partage des biens. Maître Nwosu a déposé une requête pour un jugement immédiat fondé sur l'incapacité de la défendresse à se faire représenter. Oui, j'ai vu cette requête, dit Hélène, sortant un épais dossier de sa mallette. C'était créatif, mal documenté, mais créatif. Elle se leva et marcha vers le banc des juges, remettant une pile massive de documents à l'officier Chuku pour qu'il la donne au juge. Elle laissa tomber une pile identique sur le bureau d'Amécha Nwosu avec un bruit sourd qui le fit sursauter. Maître Nwosu prétend que ma cliente n'a ni bien ni capacité juridique. C'est désormais sans objet. De plus, M. Okafor prétend que les propriétés en question, la maison à Olgera, l'appartement à Lekki et les portefeuilles d'investissement auprès de plusieurs banques sont sa propriété exclusive, protégée par un contrat de mariage signé il y a 6 ans. Ce contrat est contraignant, cria Victor. Elle n'aura rien. Elle l'a signé de son plein gré. Hélène se tourna vers Victor. Elle retira lentement ses lunettes. Monsieur Okafor, savez-vous qui a rédigé le cadre juridique pour l'identification de la coercition dans les contrats prénuptiaux qui a été adopté par la Commission de réforme du droit nigérian? Victor cligna des yeux. C'est moi, dit doucement Hélène. En 2003, j'ai écrit les directives qui définissent exactement ce qui constitue la coercition dans les contrats de mariage. Elle tapota les documents sur la table d'Emeka. Et selon la déclaration sous serment que ma fille m'a remise hier soir, accompagnée de ses relevés téléphoniques, vous avez menacé d'envoyer des hommes brûler la maison de sa grand-mère et de faire du mal à sa jeune sœur si elle ne signait pas ce contrat prénuptial la veille de votre mariage. La salle d'audience eut le souffle coupé. De véritables hoquets de surprise provenant des personnes présentes dans la galerie publique. C'est un mensonge, hurla Victor. Son visage virait au violet. Elle ment. C'est une menteuse désespérée. Nous avons les SMS de cette nuit-là. Hélène continua calmement,
sa voix tranchant les cris de Victor comme une machette à travers les herbes. Récupérez sur le serveur de sauvegarde de votre téléphone que vous pensiez avoir effacé. Pièce à conviction C, Monseigneur. Le juge Okoro feuilleta les documents jusqu'à la pièce C. Ses sourcils se levèrent, ses lèvres se pincèrent en une ligne fine. Ekaozu tournait frénétiquement les pages, la sueur commençant à perler sur son front. Ses mains tremblaient littéralement. Monseigneur, balbutia Emeka. Nous n'avons pas eu le temps nécessaire pour examiner ces preuves. C'est une embuscade. Cela viole la procédure. Une embuscade. Hélène rit. Mais ce n'était pas un rire joyeux. C'était le genre de rire qui vous glace le sang. Maître Nwosu, vous avez essayé de précipiter un jugement contre une femme sans conseiller juridique pendant que votre client était assis là et se moquait d'elle en face. Vous n'avez pas le droit de me parler d'équité procédurale. Maintenant, parlons du vrai problème ici, l'argent. Hélène se tourna vers la salle d'audience, s'adressant à tout le monde comme si elle donnait un cours dans une faculté de droit. Monsieur Okafor prétend que sa valeur nette est d'environ 35 millions de Naira, une somme décente pour un homme de ses accomplissements limités. Victor avait l'air sur le point d'exploser. Cependant, dit Hélène en sortant un second dossier encore plus épais, mon équipe d'experts comptables judiciaires, des spécialistes qui tracent habituellement l'argent pour l'EFCC, a passé les dernières 18 heures à suivre la trace des sociétés écrans que monsieur Okafor utilise. Des sociétés enregistrées à Dubaï, en Afrique du Sud et aux îles Caïmans. Elle laissa tomber le second dossier sur la table. Le bruit résonna dans la salle d'audience silencieuse. Il semble, Monseigneur, que monsieur Okafor détourne des biens matrimoniaux vers une société appelée Summit Holdings depuis 4 ans. Le montant total dissimulé n'est pas de 35 millions de Naira. Hélène se pencha en avant, son visage désormais à quelques centimètres de celui de Victor. C'est 98 millions de Naira. Et puisque monsieur Okafor a omis de divulguer ses fonds dans sa déclaration financière déposée sous serment il y a seulement 3 jours, cela constitue un parjure et une fraude financière. Victor s'effondra sur sa chaise. Il regarda Emeka. Sa voix était un murmure désespéré. Fais quelque chose. Fais une objection. Dis quelque chose. Emeka. L'avocat regarda les documents étalés devant lui. Il regarda le juge Okoro, qui foudroyait maintenant Victor du regard avec un dégoût non dissimulé. Puis il regarda Hélène Adakinle, qui examinait calmement ses ongles manucurés comme si elle attendait un bus. « J'ai besoin d'une suspension d'audience, Monseigneur, dit-il faiblement. Requête rejetée, dit immédiatement le juge Okoro. La voix du juge était dure comme du fer. Je veux en savoir plus sur ces comptes étrangers. Madame Adakinle, veuillez continuer. Hélène lissa sa veste de tailleur. Merci, Monseigneur. Mais avant d'approfondir la fraude de monsieur Okafor, j'aimerais aborder autre chose. Je veux parler de la façon dont ma cliente a été humiliée dans cette salle d'audience. Elle retourna vers Joy et posa sa main sur l'épaule de sa fille. Pour la première fois, Joy leva les yeux vers sa mère et sourit. Un vrai sourire. L'espoir se répandait sur son visage comme un lever de soleil. Victor, dit Hélène, sa voix tombant maintenant sur un ton de conversation qui semblait étrangement encore plus dangereux. Vous vous êtes moqué de ma fille parce que vous pensiez qu'elle était faible. Vous avez pensé que parce qu'elle est gentille et douce, elle devait être sans défense. Vous avez confondu sa clémence avec de la lâcheté. Hélène se tourna vers le greffier. Qu'il soit acté au dossier, déclara-t-elle clairement, que Madame Joy Okafor est désormais représentée par Hélène Adakinle, du cabinet Adakinle, Williams et Associés. Et je ne suis pas ici pour négocier, maître Nwosu. Elle regarda directement Victor, ses yeux brûlants d'un feu froid. Je suis ici pour tout prendre. Les maisons, les voitures, chaque Naira caché, sa réputation, sa dignité. Je vais démanteler votre vie pièce par pièce jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus que ce avec quoi vous avez essayé de laisser ma fille. Rien que la honte. Maître Nwosu, dit Hélène en faisant un geste vers la barre des témoins. Votre client peut témoigner maintenant. J'ai des questions pour lui. L'atmosphère dans la salle d'audience avait complètement changé. L'air crépitait de tension. La poignée de personnes dans la galerie publique, principalement des greffiers et quelques avocats attendant d'autres affaires, se penchaient maintenant en avant, prêtant une attention totale. Ils pouvaient sentir que l'histoire s'écrivait.
Une greffière enregistrait même sur son téléphone, bien qu'elle essayât d'être discrète à ce sujet. Le juge Okoro se frotta les tempes. Il ressemblait à un homme qui réalisait soudainement que son affaire de divorce de routine venait de se transformer en quelque chose de beaucoup plus gros. « Maître Nwosu, dit le juge Okoro. Votre client souhaite-t-il témoigner ?» Victor regarda Emeka désespérément. « Dois-je répondre à ces questions ?»« Vous êtes le plaignant, » siffla Emeka en retour, sa voix dure. Il n'essayait plus d'être un soutien. Il essayait de se sauver lui-même. « Vous avez déposé cette plainte. Vous devez aller à la barre. Et pour l'amour de Dieu, Victor, ne mentez pas. Cette femme sait tout. Elle a tout documenté. » Victor se leva lentement. Ses jambes semblaient faibles. Son costume coûteux semblait soudain lourd, inconfortable. Il marcha vers la barre des témoins et l'officier Chuku lui fit poser la main sur la Bible et jurer de dire la vérité. Toute la vérité. Rien que la vérité. Victor s'assit. Il regarda la salle d'audience en essayant de retrouver un peu de sa confiance passée. Il était Victor Okafor. Il était cadre supérieur dans une grande entreprise de services pétroliers. Il était diplômé de l'université de Lagos. Il avait bâti des entreprises. Cette vieille femme essayait juste de l'intimider. Hélène s'avança vers l'avant de la salle d'audience. Elle n'avait apporté aucune note. Elle restait juste là, les mains posées légèrement sur la balustrade en bois, et regardait Victor comme un scientifique examinant un insecte sous un microscope. « Monsieur Okafor, commença-t-elle, sa voix faussement plaisante. Commençons par quelque chose de simple. Plus tôt aujourd'hui, vous avez mentionné que ma fille était en retard à cause des embouteillages. Est-ce exact ? » Victor ricana nerveusement. C'était juste une remarque. Elle est toujours en retard. Elle est désorganisée. Elle ne sait pas gérer son temps. Désorganisée ? Répéta Hélène lentement. Est-ce pour cela que vous avez pris le contrôle de toutes les finances de votre mariage ? Parce que Joy était trop désorganisée pour gérer l'argent. Oui, dit Victor, gagnant un peu de confiance. Joy est une rêveuse. Elle s'occupe de son petit commerce de tissus. Elle va à l'église. Elle ne comprend pas des choses comme les investissements ou la gestion de portefeuille. J'ai tout géré pour protéger notre avenir. Pour protéger votre avenir. Hélène hocha la tête. Je vois. Est-ce pour cela que vous avez acheté un appartement à l'Equiphase le 20 mars de cette année ? Celui enregistré sous Summit Holdings ? La confiance de Victor vacilla. C'était un investissement, une propriété locative. Intéressant, dit Hélène. Elle sortit une seule feuille de papier de la poche de sa veste et la déplia soigneusement. Parce que selon les relevés de cartes de crédit liés à cette propriété, relevés que votre secrétaire, la pauvre Marie, a oublié de supprimer du serveur de l'entreprise, vous avez acheté des meubles pour l'appartement. Plus précisément, un leaking size, une salle à manger et de nouveaux appareils de cuisine. Un mobilier plutôt coûteux pour une propriété locative, ne diriez-vous pas ? La main de Joy vola à sa bouche. Elle eut un petit hoquet de surprise. Victor devint pâle. C'était pour augmenter la valeur locative. De beaux meubles attirent de meilleurs locataires. Bien sûr, dit Hélène. Elle souriait à nouveau, mais c'était un sourire de prédateur. Et le collier en or que vous avez acheté dans cette bijouterie à Ea, 3 jours après l'achat des meubles, celui qui a coûté 450 000 Naira, était-ce aussi pour attirer des locataires, ou était-ce pour la femme qui vivait dans l'appartement ? Objection, monsieur le juge. Nwosu bondit sur ses pieds, bien qu'il semblât vouloir disparaître sous terre. Pertinence, les questions d'infidélité n'affectent pas le partage des biens selon le droit nigérian. C'est le cas lorsque les fonds conjugaux ont été utilisés pour financer cette liaison, trancha le juge Okoro. Ses yeux, désormais d'acier froid, étaient fixés sur Victor. Objection rejetée. Répondez à la question, monsieur Okafor. Victor agrippa la barre des témoins. Ses paumes étaient moites. Je ne sais pas de quoi elle parle. Le sourire d'Hélène s'élargit. Ah non ? Très bien. Laissons votre petit ami Blessing de côté pour l'instant. Nous y reviendrons plus tard. Victor tressaillit lorsqu'elle prononça ce nom. Il tressaillit vraiment, comme si elle l'avait giflé. Parlons de votre société, Summit Holdings, poursuivit Hélène sans se départir de son ton calme et posé.
Vous avez déclaré sous serment que vos revenus de l'année dernière s'élevaient à 8 millions de Nera, c'est exact? Oui, dit rapidement Victor. Les affaires étaient difficiles. L'économie allait mal. L'économie allait mal? Répéta Hélène d'un ton moqueur. Elle se tourna vers le juge Okoro. Monsieur le juge, j'ai ici des relevés bancaires d'une institution financière à Dubaï. Il montre un virement de 12 millions de Nera arrivant sur un compte contrôlé par Summit Holdings le jour exact où Monsieur Okafor prétend que l'économie allait mal. Elle brandit le document. Monsieur Okafor, pouvez-vous dire à la cour ce que vous avez fait de ces 12 millions de Nera? Victor ne dit rien. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Permettez-moi de vous aider, dit Hélène. Vous avez converti cet argent en crypto-monnaie, en bitcoin pour être précise. Vous l'avez stocké sur un portefeuille numérique que vous gardez dans un coffre à la First Bank, agence de Rumola. Coffre numéro 237. La mâchoire de Victor tomba littéralement. Ses yeux s'écarquillèrent. Comment? Comment avez-vous? Je suis Hélène Adaquinla, dit-elle simplement, comme si cela expliquait tout. Et c'était peut-être le cas. Trouver de l'argent caché, c'est mon métier, monsieur Okafor. C'est ce que je fais depuis 25 ans. Maintenant, voici votre problème. Vous n'avez pas déclaré ces 12 millions de Nera. Vous n'avez pas déclaré la crypto-monnaie. Et vous n'en avez certainement rien partagé avec votre femme. Hélène s'approcha de la barre des témoins. Sa voix tomba à un murmure, mais d'une manière ou d'une autre, elle porta jusqu'aux quatre coins de la salle d'audience silencieuse. Vous vous êtes tenu ici ce matin et vous vous êtes moqué de ma fille. Vous avez ri d'elle. Vous avez dit qu'elle n'avait pas d'avocat parce qu'elle était pauvre et stupide. Vous avez dit qu'elle ne savait pas gérer l'argent. Mais la vérité, monsieur Okafor, c'est que c'est vous l'imbécile. C'est vous qui avez volé 12 millions de Nera à votre mariage, les avez cachés dans un coffre de banque, puis avez paradé avec votre petite amie dans les centres commerciaux de Lagos pendant que ma fille utilisait ces derniers 5000 Nera pour acheter du gari et de la soupe. Je n'ai rien volé, hurla Victor, son calme complètement brisé. C'est mon argent. Je l'ai gagné. Elle restait à la maison à coudre des vêtements inutiles. Elle n'a contribué à rien construire. Pourquoi devrait-elle avoir la moitié de tout ce pour quoi j'ai travaillé? La salle d'audience devint absolument silencieuse. Même les ventilateurs au plafond semblèrent s'arrêter. Le juge Okoro fixa Victor avec un regard de pur mépris. Monsieur Okafor, dit lentement le juge, venez-vous d'admettre officiellement et sous serment que vous avez intentionnellement dissimulé des biens matrimoniaux pour empêcher votre femme de recevoir sa part légale? Victor regarda le juge. Puis il regarda Amécha. Amécha avait la tête dans les mains. Ses épaules tremblaient. Bégaya Victor. Non, je ne voulais pas. Pas d'autres questions pour ce témoin, déclara Hélène en tournant le dos à Victor avec emphase. Elle retourna à la table de la défense et s'assit à côté de Joy. Joy pleurait en silence, les larmes coulant sur son visage. Mais ce n'étaient plus des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de soulagement. Hélène tendit la main et serra celle de sa fille. C'est fini, murmura Hélène. Il s'est détruit lui-même. Amécha était un survivant. Il avait bâti sa carrière en sachant quand se battre et quand battre en retraite. Il avait passé 20 ans dans le droit du divorce, naviguant dans les eaux dangereuses des clients fortunés et des conflits amers. Il connaissait la règle la plus importante, ne jamais couler avec un navire qui sombre. Alors que Victor descendait de la barre en trébuchant, ressemblant à un homme qui venait d'être battu dans une bagarre de rue, Amécha calculait déjà son prochain coup. Victor venait de commettre un parjure en pleine audience. Le juge était furieux, et assise de l'autre côté de l'allée, se trouvait Hélène Adaquinla, une sommité juridique qui pouvait non seulement détruire Victor, mais aussi déposer des plaintes qui mettraient fin à sa carrière. Emma, siffla Victor en s'effondrant sur sa chaise, son costume coûteux désormais froissé et humide de sueur. Arrange ça. Fais une objection. Dis que les preuves ont été obtenues illégalement. Fais quelque chose. Amécha ne regarda pas son client. Il commença à ranger sa mallette. Qu'est-ce que tu fais? Demanda Victor, la panique montant dans sa voix comme une crue. Amécha se leva. Il boutonna sa veste. Monsieur le juge, dit Amécha, la voix ferme malgré le désastre qui se déroulait autour de lui. À ce stade, je dois respectueusement demander à me retirer en tant qu'avocat du plaignant. Les yeux de Victor s'écarquillèrent.
Quoi? Tu ne peux pas m'abandonner. Je t'ai payé 3 millions de Naira. Monsieur Okafor, dit le juge Okoro d'une voix dangereuse. Nous sommes au milieu d'une audience. Maître Wozu, c'est tout à fait irrégulier. Monsieur le juge, poursuivit Amecha avec prudence, choisissant chaque mot comme s'il marchait dans un champ de mine. Un grave problème d'éthique est survenu, rendant impossible pour moi de continuer à représenter ce client en bonne conscience. En tant qu'officier de cette cour, je ne peux être complice d'un parjure. Sur la base de ce que mon client vient de témoigner, il marqua une pause. Continuer à le représenter violerait mes devoirs professionnels. Traduction, il a menti sous serment. Je n'étais pas au courant et je ne vais pas perdre ma licence à cause de lui. Traître! Hurla Victor. Il bondit et attrapa Amecha par le revers de sa veste. Tu travailles pour moi. Je te paie. Tu es censé me défendre. Officier Chuku. La voix du juge Okoro claqua comme un fouet. L'officier Chuku se déplaça rapidement pour un homme de sa carrure. Il saisit Victor par les deux bras et l'écarta physiquement d'Amecha, le repoussant brutalement sur sa chaise. Asseyez-vous et taisez-vous, ou je vous enferme en cellule jusqu'à la fin de cette audience, grogna l'officier Chuku, le visage tout près de celui de Victor. Victor s'assit. Il respirait fort. Sa cravate était desserrée. Il regarda autour de lui dans la salle d'audience. Il était complètement seul désormais. Même son propre avocat lui avait tourné le dos. Le juge Okoro foudroya du regard Maître Wozu. Je n'accorde pas votre retrait pour le moment. Vous allez vous asseoir sur cette chaise et vous allez vous assurer que les droits de votre client sont protégés jusqu'à la conclusion de cette audience. Ensuite, vous pourrez déposer les requêtes que vous voudrez, mais pour l'instant, vous ne quittez pas cette salle d'audience. Comprenez-vous? Le visage d'Amecha se décomposa, mais il hocha la tête. Oui, monsieur le juge. Il se rassit, éloignant délibérément sa chaise de plusieurs mètres de Victor. Hélène Adakinla observa toute la scène avec l'intérêt détaché de quelqu'un regardant un documentaire sur des combats d'animaux. Elle se leva à nouveau, lissant sa veste blanche. Monsieur le juge, dit-elle, puisque l'avocat de monsieur Okafor est toujours présent, bien que clairement réticent, j'aimerais appeler mon prochain témoin. Ce témoin est pertinent pour établir la moralité de monsieur Okafor et concernant sa demande de soutien financier de la part de ma cliente, demande qu'il a eue, je dois le noter, l'audace de déposer. Le juge Okoro semblait épuisé. Appelez votre témoin. J'appelle mademoiselle Blessing Okonkwo, annonça Hélène. La tête de Victor se releva brusquement. Son visage devint blême. Non, murmura-t-il. Elle ne me ferait pas ça. Les portes de la salle d'audience s'ouvrirent à nouveau. Une jeune femme entra. Elle était belle, portait une robe bleu marine simple et des chaussures plates. Elle avait l'air effrayée. Ses mains tremblaient. Elle passa devant Victor sans le regarder. Victor tendit la main. Blessing, bébé, s'il te plaît, ne fais pas ça. En moins de 3 heures, il était passé de la certitude de ressortir libre à la perspective de poursuites pénales, de ruines financières et d'humiliation publique. Il n'avait plus de maison, plus d'argent, plus aucun avocat qui accepterait de le défendre, plus rien. Il se leva lentement, les jambes tremblantes. Il regarda Hélène et Joy, qui rangeaient leurs porte-documents. Joy avait l'air complètement différente maintenant. Elle se tenait plus droite. Ses épaules étaient rejetées en arrière. Le poids écrasant qui l'oppressait avait disparu. Victor s'approcha d'elle. Sa voix sortit comme un croassement. Joy, Joy, s'il te plaît, tu ne peux pas me faire ça. Où suis-je censé aller? Que suis-je censé faire? Joy le regarda. Elle n'avait pas l'air en colère. Elle n'avait pas l'air triste. Elle avait juste l'air d'en avoir fini, comme si elle regardait un étranger. Avant qu'elle ne puisse parler, Hélène s'interposa entre eux. Elle était plus petite que Victor de plusieurs centimètres, mais d'une certaine manière, elle semblait le dominer de toute sa hauteur. Sa présence était comme un mur d'acier. Monsieur Okafor, dit Hélène, sa voix glaciale. Ma fille ne parle pas aux criminels. Si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez vous adresser à mon collaborateur. Elle fit signe à l'un des jeunes avocats derrière elle, un jeune homme à l'allure vive dans la trentaine. Daniel, dit Hélène, donnez votre carte de visite à monsieur Okafor. Daniel tendit une carte à Victor. Maintenant, dit Hélène en prenant le bras de Joy. Écartez-vous de notre chemin.
Nous avons une réservation pour un déjeuner de célébration au restaurant Genesis. Je crois que ma fille a beaucoup de temps à rattraper. Elles passèrent devant Victor. Joy ne se retourna pas même une fois. Victor resta là, regardant les lourdes portes en bois se refermer derrière elle. Il sentit Ameka le frôler sans un mot, déjà au téléphone, appelant probablement son propre avocat. Victor Okafor était seul, complètement seul. Mais l'histoire n'était pas finie. Pas tout à fait encore. Alors qu'Hélène et Joy descendaient les marches du tribunal dans l'après-midi chaud de Port Harcourt, clignant des yeux sous la lumière vive du soleil, une Mercedes noire s'arrêta le long du trottoir. Mais ce n'était pas la voiture d'Hélène. La vitre s'abaissa. Un homme plus âgé était assis à l'arrière. Il avait les cheveux gris et un visage dur, le visage d'un homme qui avait passé sa vie à prendre des décisions d'affaires difficiles. Il regarda Hélène, puis Joy. Joy s'arrêta de marcher. Sa main vola à sa bouche. « Papa » chuchota-t-elle. Tout le corps d'Hélène se raidit. Elle serra sa mallette plus fort. « Bonjour, Hélène » dit l'homme. Sa voix était grave et autoritaire, le genre de voix habituée à être obéie. « J'ai entendu parler de l'audience. Le retour de la reine de fer au tribunal. Tu as fait toute une scène là-dedans. »« J'ai fait le nécessaire, Samuel, » dit Hélène sèchement. « J'ai protégé notre fille. »« Je sais, » dit Samuel. Il tourna son regard vers Joy. « Joy, cela fait très longtemps. » Joy regarda tour à tour sa mère et ce père qu'elle n'avait pas vu depuis plus de 20 ans. Le père qui lui avait dit qu'elle faisait une erreur en quittant la gosse. Le père qui avait dit que Victor était un bon parti parce qu'il travaillait dans le pétrole et le gaz. Le père qui avait pris le parti de Victor durant les premières années du mariage parce que les relations d'affaires comptent. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda Joy, d'une voix petite et blessée. Samuel ouvrit la portière et sortit. Il était grand, bien habillé, affichant l'assurance d'un homme riche. Mais il n'était pas là pour s'excuser. « Je suis là » dit Samuel en sortant un document de la poche de sa veste. « Parce que Victor Okafor me doit de l'argent, beaucoup d'argent, et j'ai entendu dire que vous deveniez de saisir tous ses actifs. » Il s'approcha. Il n'essayait pas d'enlacer sa fille. Il était là pour les affaires. Hélène s'interposa devant Joy. « Elle ne te doit rien, Samuel. Tout ce que Victor te doit est le problème de Victor, pas le sien. »« Pas selon ceci, » dit Samuel en dépliant le document. « Victor a emprunté 15 millions de Naira à ma société d'investissement, Fortress Investment Group, il y a 7 mois. Il a utilisé la maison du vieux quartier GRA comme garantie. Le prêt est en défaut de paiement depuis hier. Cela signifie que la maison appartient désormais à mon entreprise. » Joy eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Elle venait juste de récupérer la maison au tribunal pour se la faire enlever par son propre père sur les marches du palais de justice. Hélène arracha le document des mains de Samuel. Ses yeux parcouraient la page à une vitesse incroyable, comme une machine scannant des données. « Tu lui as prêté de l'argent sur la maison de notre fille ?» demanda Hélène, la voix pleine d'incrédulité. « Tu savais qu'il dissimulait des actifs. Tu savais qu'il la traitait mal, et tu lui as quand même prêté de l'argent. »« Les affaires sont les affaires, Hélène, » dit Samuel en haussant les épaules. « Je ne connaissais pas tous les détails. Victor est venu me voir avec une proposition. Il avait besoin de liquidités pour une expansion. Je les ai fournis. Maintenant, il ne peut pas payer. C'est comme ça que fonctionnent les prêts. » Il regarda Joy, et pour la première fois, il y eut une lueur de quelque chose qui aurait pu être de la culpabilité. « Je suis désolé, ma chère, mais cette maison est la garantie d'un prêt légal. Tu devras trouver un autre endroit où vivre. » Joy sentit les larmes monter à nouveau. Elle s'était battue si fort. Elle avait gagné au tribunal, et maintenant son propre père lui enlevait tout. Hélène regarda le document. Puis elle regarda Samuel. Un lent sourire s'étira sur son visage, le même sourire dangereux qu'elle avait adressé à Victor avant de le détruire. « Oh, Samuel, » dit Hélène, la voix remplie d'un amusement sombre. « Tu aurais vraiment dû faire les vérifications nécessaires avant d'accepter cette garantie. » Samuel fronça les sourcils. « De quoi parles-tu ? » J'ai fait vérifier par mes avocats. Le nom de Victor est sur l'acte. Son nom est sur le titre de propriété ? Oui, dit Hélène. Mais tes avocats ont-ils vérifié la structure de propriété ?
Elle plongea la main dans sa propre mallette et en sortit un dossier bleu. En 2019, quand Joy était enceinte de l'enfant qu'elle a perdu par la suite, j'ai convaincu Victor de transférer la propriété dans un trust patrimonial familial. C'était pour des raisons fiscales. Victor a accepté parce qu'il est avare et déteste payer des impôts. Hélène ouvrit le dossier et le montra à Samuel. Mais ce que Victor n'a pas lu attentivement dans les documents du trust, c'est la section 8, paragraphe 3. Il y est clairement stipulé que toute utilisation des biens du trust comme garantie nécessite le consentement écrit de tous les bénéficiaires. Cela signifie que Victor et Joy devaient tous deux signer. Elle sortit une autre page. Joy n'a jamais signé cet accord de prêt, n'est-ce pas? Samuel regarda la page de signature de son document de prêt. Il y avait une signature au nom de Joy Okafor, mais l'écriture était tremblante, irrégulière. Rien à voir avec la véritable signature de Joy, qu'Hélène plaça alors à côté pour comparaison. Il l'a falsifiée, dit Joy doucement, réalisant une nouvelle couche de la trahison de Victor. Il a encore imité ma signature. Le visage de Samuel devint pâle. Si la signature est falsifiée, alors ton accord de prêt est nul, conclut Hélène. La garantie n'a jamais été valablement engagée. Tu n'as aucun droit sur la maison. Samuel regarda les papiers dans ses mains comme s'il s'était transformé en serpent. Ça veut dire que j'ai perdu 15 millions de Nera sans aucune garantie, dit-il lentement. Exact, dit Hélène joyeusement. Et si tu essaies de faire valoir ce contrat nul contre ma fille, je poursuivrai Fortress Investment Group pour tentative de recouvrement d'un prêt frauduleux. J'enliserai ton entreprise dans des procès si longtemps que tu auras 70 ans avant que ce soit résolu. Et je ferai en sorte que tous les journaux du Nigeria sachent que tu as essayé de mettre ta propre fille à la rue. Elle s'approcha de Samuel, baissant la voix en un murmure que seul lui et Joy pouvaient entendre. Ou tu pourrais faire ce qui est juste pour une fois dans ta vie, Samuel. Tu pourrais abandonner ce prêt, encaisser ta perte comme un homme, et laisser ta fille garder la maison qu'elle a légalement gagnée au tribunal aujourd'hui. Samuel regarda Hélène. Puis il regarda Joy. Il vit la femme que sa fille était devenue. Forte, résiliente, rien à voir avec la jeune fille effrayée qui avait quitté Lagos il y a 25 ans. Il vit la force sur son visage. Une force qu'elle avait héritée de sa mère, pas de lui. « Qu'est-ce que tu veux de moi » demanda Samuel. « Renonce au prêt, » dit Hélène. « Poursuis Victor personnellement si tu veux. Fais-lui un procès. Fais-le arrêter. Je m'en fiche. Mais laisse la maison à Joy. » Elle marqua une pause. « Et excuse-toi auprès de ta fille pour les 25 dernières années. » Samuel était un homme fier. Il avait bâti une société d'investissement prospère. Il avait l'habitude de gagner, mais il était aussi assez intelligent pour savoir quand il avait été déjoué. Il soupira, un long et lourd soupir qui sembla le vider. Il se tourna vers Joy. « Joy, dit-il, sa voix rauque et mal à l'aise. Je ne savais pas pour la falsification. Je n'aurais jamais dû prêter de l'argent à Victor sans te parler d'abord. J'aurais dû être un meilleur père. » Il fit une pause. « Je suis désolé. » Joy regarda son père. Il y a 25 ans, elle aurait tout fait pour son approbation. Elle aurait supplié pour son amour. Maintenant, debout à côté de sa mère, elle ressentait juste une tristesse lointaine pour la relation qu'ils n'avaient jamais eue. « C'est bon, papa, » dit Joy doucement. « Tu peux partir maintenant. J'ai un déjeuner qui m'attend. » Samuel hocha la tête une fois. Il remonta dans sa Mercedes. La portière se referma avec un bruit sourd et coûteux, et la voiture s'éloigna dans la circulation de Port Harcourt, disparaissant vers Abarod. Hélène regarda la voiture partir. Puis elle se tourna vers Joy avec un vrai sourire. Pas un sourire de tribunal, pas un sourire d'avocat, un sourire de mère. « Eh bien, » dit Hélène, « c'est réglé. Maintenant, je crois que nous avons une réservation au restaurant Genesis, et nous avons environ 25 ans de conversation à rattraper. » Joy regarda sa mère. La femme qu'elle avait fui. La femme qu'elle avait redoutée parce qu'elle était trop forte, trop exigeante, trop parfaite. La femme qui venait de lui sauver la vie. Joy s'avança et passa ses bras autour d'Hélène. Hélène se raidit un court instant. Elle n'avait jamais été à l'aise avec l'affection physique. Mais ensuite elle se détendit, serrant fort sa fille en retour. « Tu m'as manqué, maman » chuchota Joy, le visage enfoui dans l'épaule de sa mère.
Je sais, ma chérie, dit Hélène, la voix chargée d'émotion. Tu m'as manqué aussi. Et je ne partirai nulle part cette fois-ci. Je te le promets. Le soleil du Nigeria s'abattait sur elle alors qu'elle se tenait sur les marches du palais de justice. Deux femmes séparées depuis des décennies, enfin réunies par les pires circonstances, mais qui retrouvaient le chemin l'une vers l'autre. Derrière elle, à travers les fenêtres du tribunal, Victor Okafor était escorté vers une cellule de détention par des agents de l'EFCC qui attendaient dehors. Son monde était fini, mais pour Joy, un nouveau monde ne faisait que commencer. 3 mois plus tard, l'exposition d'art à la galerie Terra Culture de Lagos était noire de monde. Des serveurs se frayaient un chemin à travers la foule, portant des plateaux de champagne et d'amuse-gueules. Les murs étaient couverts de magnifiques peintures vibrantes, aux couleurs audacieuses et aux lignes fortes, des images de femmes s'élevant, brisant leurs chaînes, trouvant la liberté. L'exposition s'intitulait Astérisque Renaissance Astérisque, et chaque tableau avait un petit point rouge à côté. Vendu. Joy se tenait au centre de la galerie principale, portant une magnifique robe en ankara bleu profond et or qu'elle avait conçue et cousue elle-même. Elle tenait un verre de Chapman, riant et discutant avec des collectionneurs d'art et des galeristes. Elle avait l'air confiante, heureuse, libre. La pièce maîtresse de l'exposition était une grande peinture intitulée Astérisque le marteau astérisque. Elle montrait une scène de tribunal stylisée avec une femme en blanc se tenant comme un ange vengeur, de la lumière jaillissant de ses mains, brisant des chaînes sombres qui avaient enserré une silhouette plus petite. C'était puissant, brut, honnête. C'est extraordinaire, Joy, dit un collectionneur, un riche homme d'affaires de Lagos portant un agbada coûteux. Le prix m'importe peu. Je l'achète. Ma femme a besoin de voir ça tous les jours. Joy sourit. Merci beaucoup. Ça signifie tout pour moi. Depuis un coin de la galerie, Hélène Adakinla observait sa fille. Elle sirotait un verre de vin blanc, élégante dans un tailleur couleur crème. Elle n'était plus seulement une avocate. Elle était une présence constante dans la vie de Joy. Une mère, une amie, une protectrice. Le téléphone d'Hélène vibra. Elle le sortit de son sac à main et regarda l'écran. C'était une alerte info du Astérisque Premium Times Astérisque. Le titre disait « L'ancien cadre pétrolier Victor Okafor condamné à 7 ans de prison pour fraude et blanchiment d'argent ». Hélène ouvrit l'article. Il y avait une photo de Victor. Il avait l'air terrible. Ses cheveux étaient devenus gris. Il avait perdu du poids. Il paraissait avoir 10 ans de plus. La photo le montrait menotté, conduit à la prison de Kirikiri. L'article détaillait comment son propre avocat, nous, avait coopéré avec l'EFCC pour éviter lui-même des poursuites. Il décrivait les 98 millions de Naira que Victor avait cachés dans des comptes offshore. Il mentionnait les faux documents, les multiples liaisons, la crypto-monnaie saisie par le gouvernement. Victor avait tout perdu. L'argent, les maisons, sa réputation, sa liberté, son avenir. Hélène sourit légèrement, ferma l'article et rangea son téléphone. Elle avait assisté au verdict 3 semaines plus tôt, assise au premier rang, regardant le juge prononcer la peine maximale. Elle n'avait pas besoin d'en lire plus. Elle s'avança vers Joy. « Tous les tableaux sont vendus », fit remarquer Hélène. Le galeriste m'a dit qu'il n'avait jamais eu un vernissage aussi réussi. « Je n'arrive pas à y croire, maman, » dit Joy, les yeux brillants de larmes de joie. « Les gens veulent vraiment mon travail. Ils sont prêts à payer pour ça. Je n'aurais jamais rêvé de ça. »« Tu es talentueuse, ma chérie, » dit Hélène fermement. « Tu l'as toujours été. Tu avais juste besoin de la liberté pour le montrer. » La porte de la galerie s'ouvrit et un jeune homme entra. C'était Daniel, l'associé junior du cabinet d'Hélène. Il avait l'air excité. « Madame Adakinla. »« Joy » appela-t-il en se frayant un chemin dans la foule. « Désolé d'interrompre la fête, mais il y a des nouvelles que vous devez entendre. » Il portait une tablette. Le chèque du règlement final vient d'être encaissé. La vente des propriétés de Victor, la restitution des fonds cachés, plus les dommages et intérêts accordés par le tribunal pour préjudice moral et abus financiers. Il tendit la tablette à Joy. Sur l'écran s'affichait un relevé bancaire. Le montant coupa le souffle à Joy. C'était plus d'argent qu'elle n'avait jamais imaginé. Assez pour s'assurer qu'elle n'aurait plus jamais à s'inquiéter de payer un loyer ou d'acheter de la nourriture. Assez pour ouvrir son propre studio de design.
Assez pour lancer la fondation pour femme battue dont elle rêvait. Assez pour changer complètement sa vie. Joy regarda le chiffre. Puis elle regarda sa mère. C'est vraiment fini, chuchota Joy. Il ne peut plus me faire de mal. Non, corrigea doucement Hélène, passant son bras autour des épaules de sa fille. Ce n'est pas fini, ma chérie. Fini implique une fin. Ce que tu as maintenant, c'est un commencement. C'est ta nouvelle vie. Ta vraie vie. La vie que tu aurais dû avoir depuis le début. Dehors, les lumières de Lagos scintillaient dans le ciel nocturne. La circulation bourdonnait sur Tiamiyu Savage Street. La vie continuait. Quelque part dans une cellule de la prison de Kirikiri, Victor Okafor était allongé sur un matelas dur, fixant le plafond de béton, réalisant que la femme qu'il avait traitée d'inutile et de stupide venait de devenir l'architecte de sa destruction totale. Il avait commis la même erreur que les hommes orgueilleux commettent à travers l'histoire. Il avait confondu douceur et faiblesse. Il avait pris la gentillesse pour de la bêtise. Il avait cru que le silence signifiait la reddition. Il avait oublié que les tempêtes les plus dangereuses ne s'annoncent pas par le tonnerre. Elles commencent par une chute de pression, par un calme étrange, par un silence qui hurle le danger à quiconque est assez intelligent pour écouter. Et surtout, Victor avait oublié l'une des plus vieilles vérités du monde. On peut blesser une épouse et peut-être qu'elle vous pardonnera. Mais blesser la fille de sa mère. Une mère n'oublie jamais. Une mère ne pardonne jamais. Une mère prendra tout ce que vous avez et tout ce que vous êtes, et elle le fera avec le sourire. Joy se retourna vers ses invités, son rire résonnant dans la galerie comme une musique. Elle n'était plus la femme effrayée dans la robe grise, fixant une table vide, les jointures blanches. Elle était Joy Adakinla Okafor, artiste, femme d'affaires, survivante et fille de la reine de fer. Et il lui restait tant de peintures à réaliser, tant de vie à vivre, tant de joie à expérimenter. Le prénom que ses parents lui avaient donné à la naissance était enfin devenu sa vérité. Victor Okafor avait appris quelque chose au tribunal ce jour-là. Il avait appris que le silence n'est pas une faiblesse. Le silence est juste la pause avant que quelqu'un ne recharge son arme. Il pensait pouvoir tout voler à Joy simplement parce que son nom figurait sur les comptes bancaires. Mais il avait sous-estimé la puissance irrésistible de l'amour d'une mère combinée à des décennies d'expérience juridique et une volonté de faire. Joy n'a pas seulement gagné sa liberté ce jour-là. Elle a retrouvé sa voix. Elle a retrouvé son article. Elle a retrouvé sa dignité. Elle a retrouvé sa vie. Et Victor a tout perdu, sauf une chose. Une cellule de prison et le reste de sa vie pour réfléchir à ses erreurs. Si vous avez aimé cette histoire de justice, de karma et de chute finale, appuyez sur le bouton j'aime dès maintenant. Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, quelqu'un qui a besoin qu'on lui rappelle que l'outsider peut gagner, quelqu'un qui a besoin de savoir que le silence n'est pas une défaite. Abonnez-vous à Astérisque Folktal by Eli Astérisque pour ne jamais manquer une autre histoire comme celle-ci. Nous vous apportons des histoires vraies sur des gens réels, le genre d'histoires qui vous font réfléchir à deux fois sur la façon dont vous traitez les autres. Avant de partir, je veux vous demander quelque chose. Laissez un commentaire dès maintenant et dites-moi. Est-ce que quelqu'un vous a déjà sous-estimé pour être ensuite choqué lorsque vous lui avez montré de quoi vous étiez vraiment capable? Je veux entendre vos histoires. D'où regardez-vous cette vidéo? Qu'avez-vous pensé de l'arrivée de la mère de Joy comme ça? Dites-le moi dans les commentaires. Et retenez cette leçon, mes amis. Faites très attention à qui vous vous moquez. Faites attention à qui vous sous-estimez. Faites attention à qui vous essayez de détruire. Car vous ne savez jamais qui est sur le point de franchir la porte de cette salle d'audience. Vous ne savez jamais de qui est la fille que vous venez de faire pleurer. Et vous ne savez certainement jamais quand la reine de fer en personne est sur le point d'entrer dans votre vie et de prendre tout ce que vous pensiez vous appartenir. Merci d'avoir regardé. Likez, et n'oubliez pas, traitez les gens avec respect. Vous ne savez jamais qui est leur mère.